Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue à l'Université de la vie d'Alliance Vita. Je me présente, je suis Marilyn Mazet, directrice de la communication d'Alliance Vita. Ce soir, nous sommes rassemblés dans près de 200 villes en France, 6 en Belgique, 4 en Allemagne et en Suisse, au Luxembourg et dans d'autres pays encore jusqu'au Maroc, pour vivre ensemble ce temps. 4 soirées inédites avec la contribution d'intervenants experts et de grands témoins pour partager ce questionnement: quel sens à la vie? Une question existentielle. Car s'il est bien une chose universelle que nous avons tous en commun, c'est que nous n'avons pas choisi de vivre. Nous avons reçu la vie et il nous faut l'accueillir. Alors quand les limites et les fragilités de la vie viennent se rappeler à nous, la question du sens vient comme nous défier, nous mettre au défi de donner un sens à la vie. Et j'aime bien cette citation de Gandhi qui nous dit « La vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre ». Alors c'est vrai qu'il faut accepter d'avancer dans ce mystère, jour après jour, étape après étape, et c'est ce que nous allons tenter de faire ensemble. 4 soirées, 4 verbes d'action: se situer, endurer, progresser et prendre sa place. Je m'arrête un instant sur l'ordre de ces verbes parce qu'ils ont vraiment une importance. L'esprit consumériste du tout de suite aurait sans doute préféré prendre sa place, progresser, endurer et se situer. Mais c'est tout l'inverse que nous vous proposons. Commençons par nous situer dans notre temps, dans notre histoire, avant d'engager l'avenir. Est-elle un athlète qui se prépare à un triathlon ou voire même un Ironman? Eh bien, nous savons que progresser est une question d'endurance aussi. C'est notre capacité à endurer qui taillera sur mesure notre marge de progression. Quant à prendre sa place, il ne faut pas se tromper. Et pour cela, il est nécessaire de bien se connaître pour trouver sa place, mais je dirais même pour reconnaître sa juste place. Alors ce soir, se situer, thème de notre première soirée de l'Université de la vie, nous invite à nous poser, à prendre la mesure du chemin parcouru et du reste à parcourir, à réfléchir à ce qui compte. Et pour ouvrir cette Université de la vie, nous avons la joie d'accueillir ce soir Gilles Hériard-Dubreuil. Alors Gilles Hériard-Dubreuil est consultant en gestion de crise environnementale. Il est intervenu notamment en Ukraine après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl pour mettre en place des programmes participatifs de réhabilitation des conditions de vie sur les territoires contaminés. Gilles est également chercheur, il s'intéresse au sens de l'histoire avec un grand H, celle de l'humanité. Il a d'ailleurs écrit à ce sujet 2 ouvrages que je vous recommande: Agir pour sauvegarder la Terre et De quelle agriculture les hommes ont-ils besoin, aux éditions Teki. Il est également président du Courant pour une écologie humaine, une très belle association aussi, Loi 1901, qui propose à ceux qui le souhaitent des outils anthropologiques pour devenir acteurs du bien commun dans leur quotidien et sur leur territoire. Ce soir, Gilles va nous parler des défis de la modernité. Je vous demande d'accueillir Gilles Hériard-Dubreuil. Voilà, donc je vais introduire cette belle séance, se situer. Nous vivons dans un monde tectonique, incertain, complexe, et nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous vivons cela si nous ne remontons pas un peu en arrière, si nous ne comprenons pas, si nous ne prenons pas de la distance pour évaluer finalement pourquoi et tout ce à quoi nous sommes confrontés. Paul Valéry disait « Un esprit qui s'est situé, c'est un esprit en marche ». Et c'est un petit peu à cela que je voudrais donc contribuer. Alors,
comme introduction, je voudrais simplement dire que nous vivons, notre monde, en fait, vit des mutations métaphysiques. Il y en a eu assez peu dans l'histoire. Il y en a une entre le monde antique et la chrétienté. C'est un mouvement qui touche, on va dire, tous les aspects de la vie. C'est une transformation radicale et globale qui vient finalement affecter la vision du monde de chacun. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a été touché par une très grande changement qui est intervenu à partir de la Renaissance, qui s'appelle la modernité. Et ce que nous dit Michel Houellebecq dans son ouvrage sur les particules élémentaires, c'est que lorsqu'une mutation métaphysique s'est produite, elle se développe sans rencontrer de résistance jusqu'à ses conséquences ultimes. Elle balaye, sans y prêter attention, les systèmes économiques et politiques, les jugements esthétiques, les hiérarchies sociales. Aucune force humaine ne peut l'interrompre, aucune autre qu'une nouvelle mutation métaphysique. Et justement, aujourd'hui, nous vivons une nouvelle mutation, c'est-à-dire que ce qui a caractérisé le monde de la modernité se termine, passe, et nous arrivons à des temps nouveaux. Donc, je vais essayer, pour vous aider et pour nous aider à prendre conscience finalement de ces éléments de modernité dans lesquels nous sommes plongés, je vous propose un petit exercice. Je vais décrire au fond 3 contextes de modernisation et puis vous allez me dire un peu comment vous vous sentez dedans. On va voir un peu comment ça se passe. Alors, premier tableau, la modernisation d'un appartement. J'ai hérité d'un vieil appartement un peu crasseux. Je refais faire les salles de bain. Nous avons mis des doubles vitrages. On a mis un bon chauffage. On a fait repeindre une petite moquette. On se sent bien. Et vous voyez là, disons, le confort, une perspective agréable, évidente. Et j'imagine que vous vous sentez bien dans cette modernisation. Deuxième tableau, la modernisation de l'agriculture, un phénomène plus récent qui a environ 50 ans, et particulièrement de l'élevage. L'élevage, c'est au fond le fruit de 12 000 ans de vie commune avec les animaux domestiques, qui sont devenus de sauvages à domestiques. C'est tout ce qui caractérise cette période néolithique, avec une coopération entre l'homme et les animaux, une coopération dans le travail. Et si je m'intéresse particulièrement, par exemple, au monde des cochons, c'est un monde joyeux, avec des enfants qui crient en voyant le cochon, une empathie entre les humains et les animaux domestiques. Vous pensez à Babe, le film. Vous pensez aussi aux chiens, par exemple. Les chiens, animal extraordinaire, avec lequel une empathie mutuelle peut se développer. Certains chiens, comme les labradors, par exemple, n'ont qu'une idée, c'est faire plaisir à leur maître. C'est leur principal objectif dans la vie. Donc ça, c'est, on va dire, cette convivialité entre l'homme et l'animal qui fait partie de la vie de l'humain, mais qui va être tout d'un coup pris en main par l'idée de l'agriculture industrielle, ou plus exactement par l'idée de l'élevage, la technique de l'élevage, en fait. Une rationalisation utilitaire et productiviste qui va toucher progressivement tous les aspects de la vie de ces cochons. Les laboratoires, finalement, des laboratoires qui sont fermés, on les met à l'intérieur, on n'a plus accès direct. Il y a des hublots pour regarder les cochons. On met tout en œuvre pour rapidement gérer des flux de la naissance à l'abattoir. Cages de béton, ferraille, bruit, cris, odeurs nauséabondes, tristesse, ennui, souffrance. Et au fond, qui fait ça ? Des producteurs eux-mêmes acculés, puisqu'ils sont pris par des impératifs de productivité extrêmement violents. Voilà. Et puis demain, c'est l'agriculture clean meat. Mark Post, qui est un des pionniers de l'agriculture clean meat, nous dit la viande in vitro de bovins est 100% naturelle, elle grossit en dehors de la vache. Et Richard Branson, le médiatique président de Virgin, nous dit « Un jour, nous regarderons en arrière et nous penserons à quel point nos grands-parents étaient archaïques lorsqu'ils tuaient des animaux pour se nourrir. »
Voilà. Donc voilà, vous voyez, de proche en proche, une introduction de techniques, de management, d'objectifs de profit, de production. Comment vous sentez-vous dans cet univers modernisé? Voilà. Et je vais un petit peu plus loin encore, et je vais jusqu'à la procréation humaine. Donc la procréation, un processus un peu archaïque, un peu, disons, incertain. On n'en connaît pas les résultats, on ne sait pas quel est le genre de l'enfant, on ne sait pas si on va avoir des enfants. Finalement, tout le monde ne peut pas procréer, et donc c'est risqué. Il y a des maladies qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas le devenir de l'enfant, etc. Vous voyez, il faut faire quelque chose. Alors, Nicolas Bozou, qui est un économiste libéral, nous dit on attend des progrès les plus spectaculaires dans le domaine de la fabrication des gamètes à partir de cellules souches. Je le cite, la manipulation génétique des embryons et à plus long terme, l'utérus artificiel. Commence, là je le cite toujours, à se dessiner l'horizon d'une procréation qui pourrait échapper au corps de la femme. Vous voyez, donc on est parti d'une modernisation, mais alors progressivement on arrive à un univers là. Et ce que nous dit là encore Houellebecq dans le même ouvrage, c'est qu'au fond il y a eu un changement entre, on va dire, l'anthropologie judéo-chrétienne, où la vie avait un pouvoir, avait, si je puis dire, une valeur qui ne dépendait pas de l'homme, une valeur sacrée, on va dire. Et là, nous arrivons à un monde où, et là je cite Houellebecq, le fœtus, petit amas de cellules en état de différenciation progressive, ne s'y voit attribuer d'existence individuelle autonome qu'à la condition de réunir un certain consensus social. Voilà. Absence de tare génétique invalidante, accord des parents. Et puis le vieillard, amas d'organes en état de dislocation continue, ne peut réellement faire état de son droit à la survie que sous réserve d'une coordination suffisante de ses fonctions organiques. Donc, à partir de ce moment-là, mécaniquement, on peut supprimer la vie humaine à partir du moment où elle n'est plus investie de valeur. Voilà. On peut croire que ça, c'est des idées récentes, mais pas du tout. En réalité, c'est complètement à l'intérieur du processus moderne et de la manière dont le monde moderne a conçu la nature comme objet d'utilité. Voilà. Alors, vous avez vu les trois tableaux, vous avez senti un léger glissement. Vous vous disiez, peut-être que vous vous dites, je ne veux pas de ce monde dans lequel on me conduit. Mais pour pouvoir le remettre en cause, il faut essayer de se dire, mais d'où est-ce que ça vient ? Et c'est là que je vais essayer de décrire ce fameux temps qui est passé, la modernité, et je viendrai ensuite au temps qui vient, le temps des hommes, et ensuite j'amènerai quelques propositions. Alors, le temps qui passe, celui de la modernité, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la Renaissance, Descartes, Bacon, Hume, l'humain s'émancipe de Dieu, de la nature, des autres humains. La nature devient un objet d'utilité et de profit, c'est l'utilitarisme. Tout est négociable. Humain et nature deviennent des variables d'ajustement d'un processus de production et de profit. La réalité, elle devient uniquement la réalité scientifique. Max Planck dira « est réel ce qui est mesurable ». C'est-à-dire qu'il n'est plus question de donner des valeurs, d'affecter. Il s'agit uniquement de quelque chose qui est extérieur à l'homme. Et donc, ce qui va se passer à partir de ce moment-là, c'est un processus inéluctable de progrès socio-technique qui va se déployer, une modernisation inexorablement subie, une piste de bobsleigh. Quelque chose, pendant ce temps-là, nous a échappé, nous avons du mal à l'expliciter. Ce qui nous semble important, ce à quoi nous tenons, qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, mais nous ne pouvons pas le garder, nous ne pouvons pas le soigner, nous ne pouvons pas le veiller ni le transmettre. Alors, quelle est l'anthropologie associée ? Ce sont des humains individualistes et égoïstes, une société atomisée, un monde de compétition et d'indifférence. La liberté, c'est seulement mon désir individuel que je peux réaliser. Les individus, ils ne peuvent plus se coordonner entre eux, chacun tape dans la ressource, et puis jusqu'au moment où il n'y a plus rien. Et finalement, dans cette vision, qui peut coordonner ? L'État ou le marché. Et en fait, nous, là-dedans, nous ne pouvons pas intervenir. Nous subissons les conséquences néfastes qui résultent des actions de tous ces individus. Nous sommes comme attachés au siège d'un avion en flammes. C'est la catastrophe de l'anthropocène, le cauchemar. Et si on reste dans cette vision, si on reste dans cette anthropologie, cette prophétie, elle va s'auto-réaliser. Donc il faut sortir de cette prophétie, il faut sortir de cette vision. Mais malheureusement, ceux qui remettent en cause ce progrès, ils sont immédiatement taxés de conservatisme, d'archaïsme, de passéisme, de réaction, de nostalgie, d'obscurantisme. Pire, ils sont antimodernes. La modernisation des possibilités techniques s'enchaîne insidieusement et toute contestation est discréditée. Vous allez nous dire que c'était mieux avant, vous êtes passéiste ?
Vous souhaitez revenir à la bougie, vous rejetez la technique, vous rejetez les progrès accomplis, on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas la liberté. Vous vivez dans le registre de la peur. Ces peurs sont infondées. Voilà, ça c'est la période moderne. Et au fond, c'est ce discrédit qui touche tous ceux qui lèvent la main pour dire « mais finalement, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on doit aller dans cette direction ?» est une des caractéristiques principales. Mais ces temps modernes, voilà la bonne nouvelle, se terminent. Romano Guardini, le théologien, en 1950, il écrit un livre qui s'appelle « La fin des temps modernes ». Il sort de la période nazie et lui-même décrypte que finalement, on peut d'ores et déjà apercevoir les conséquences sur le monde vivant, sur la planète. L'homme, finalement, ses conséquences sur l'homme sont dévoilées. Il est temps de s'éveiller, de sortir du cauchemar. Mais pour sortir de ce cauchemar, il faut mettre en cause cette anthropologie de la modernité. Alors le temps qui vient, c'est le temps des hommes. C'est une nouvelle mutation métaphysique, un moment historique d'indétermination pour sortir de cette surdétermination moderne. Ce temps qui vient, il est contingent, c'est-à-dire qu'il dépend des hommes et de leur liberté. C'est une fenêtre d'opportunité dans l'histoire pour sortir de l'époque contemporaine anhistorique, c'est-à-dire sans histoire, et acosmique, sans monde. C'est-à-dire qu'une nouvelle vision de l'homme, du monde et de l'histoire est possible. Alors c'est quoi cette anthropologie du temps qui vient? Ce sont des personnes humaines indépendantes, elles-mêmes liées aux vivants sur cette planète. L'individu laisse la place à la personne. Chaque personne apporte une contribution unique au bien commun. La liberté n'est pas celle des individus égoïstes, elle est celle des personnes reliées entre eux. L'homme a de nouveau accès à la possibilité de refaire avec d'autres un monde aimable, beau, bon, vrai, associant humains et non-humains dans une fraternité cosmique, comme l'aurait dit François d'Assise, mais comme le dit aujourd'hui le pape François. La vocation propre de l'humain, déployer un monde aimable par la parole et par l'agir. Tous les êtres humains s'orientent par le sens vers la vie, le désir de persévérer dans leur être, comme dit Spinoza. La tradition judéo-chrétienne donne à l'humain une place à part, un projet qui englobe toute la création, qui est, par la parole et par la pensée, de nommer et de qualifier le monde. Le monde des hommes, cosmos, est comme mis en ordre par les humains. Cette édification fait intervenir les systèmes symboliques et techniques. Sur une même planète, une diversité de mondes et de territoires, chaque fois produit par une histoire, des histoires spécifiques. Alors j'en viens à ma conclusion des propositions se situer pour agir dans l'histoire. Sortir de cette tactique forcément perdante à l'intérieur du monde passé de la modernité, prendre de la distance, saisir une opportunité historique, redéployer une perspective stratégique, pas seulement refuser l'humanité, mais aussi bâtir ce monde qui vient. Et pour ça, sortir de la tactique, ne pas se laisser enfermer, décliner poliment les disqualifications en proposant des alternatives. Non pas préférer le passé, mais reprendre l'orientation de l'avenir. Non pas rejeter la technique, mais remettre la technique au service de l'homme. Non pas abandonner la liberté, mais au contraire rétablir la liberté de construire avec les autres vivants un monde aimable. Non pas abandonner les acquis du siècle passé, mais valoriser et actualiser cet héritage, choisir et transmettre. Non pas abandonner l'idée de progrès, mais rechercher un progrès humain intégral qui englobe le monde vivant, la terre et les territoires. Voilà. Ceci, évidemment, pour déployer une posture stratégique, faire advenir un monde aimable, identifier les contextes dans lesquels les conditions sont réunies pour faire monde, pour ouvrir un chemin d'écologie humaine. À hauteur d'homme, c'est-à-dire chacun d'entre nous apportant sa contribution dans le registre du bien commun, faire société, mettre au centre les personnes vulnérables, les conditions de la confiance, adopter un principe de bienveillance, de fraternité cosmique avec la nature, passer par les humains pour aménager un monde aimable et affirmer la capacité des humains à se coordonner pour un bien commun partagé. Et là, vous voyez, on sort de cette position individuelle ou collective où finalement nous ne serions que des individus intéressés. Il s'agit pour nous d'avoir une action politique en nous positionnant sur la question du bien commun. Donc, pour terminer, en conclusion, je dirais faire monde ensemble, dépasser la modernité. Depuis 10 ans, nous voyons s'accumuler des évolutions imprévues du fait des peuples, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs. Printemps arabe, nous avons vu la manière dont l'Islande a réagi à la crise financière, nous avons vu Podemos, Brexit, Gilets jaunes, Irak, Iran, Chili, Bolivie, Hong Kong. Le monde qui s'ouvre, il est nouveau et inattendu, et il est surtout
il n'est pas déterminé, il est ouvert, il est lié à notre liberté. Mais nous sommes au rebours des prédictions qu'on a pu entendre dans les années 90 sur la fin de l'histoire. Le monde est redevenu contingent. C'est une bonne nouvelle parce que nous allons pouvoir, nous les humains, exercer notre rôle. Contingent, c'est-à-dire ouvert, il n'est plus surdéterminé par un développement utilitariste et technologique. Une reprise de l'histoire des hommes, une opportunité et une responsabilité pour nous qui est aujourd'hui de jouer notre rôle. Cette espérance, il nous appartient de la mettre en œuvre. Et pour conclure, je citerai cette phrase qui apparaît, une phrase de Kennedy qui apparaît sur une des portes du Congrès des États-Unis. « Qui, sinon nous, quand, sinon maintenant ?» Merci beaucoup, Gilles. Se situer face au défi de la modernité, nous l'avons entendu avec Gilles et Eriard Dubreuil, au carrefour du temps qui passe et de celui qui vient, le temps de l'homme. Avec ce rappel que je note, qui nous invite à l'action, le temps qui vient ne se fera pas sans nous. Chacun apporte une contribution unique à la construction du bien commun pour déployer ce monde aimable, comme vous l'appelez. Merci beaucoup encore. Cette réflexion sur la société humaine à bâtir est également au cœur des enjeux bioéthiques de notre temps, et ce, dans le monde entier. En ce moment même, en France, les parlementaires discutent de la révision de la loi de bioéthique avec un certain nombre de propositions qu'ils mettent en débat. Des propositions qui suscitent des questions qui nous concernent tous, parce qu'elles interrogent le sens du progrès. Ici encore, quelle place allons-nous donner à la technique dans nos vies? Et c'est Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita, qui va nous parler dans quelques instants des paradoxes bioéthiques auxquels nous arrivons au fur et à mesure des débats législatifs. Caroline Roux travaille depuis plus de 20 ans sur tous ces sujets. Elle a vraiment suivi l'évolution législative, mais elle a également pu constater l'impact sociétal de ces évolutions avec les services d'écoute SOS Bébé et SOS Fin de Vie qu'elle coordonne. Je vous demande d'accueillir tout de suite Caroline Roux. Bonsoir à tous. En 2020, nous héritons d'une situation bioéthique qui demande à pouvoir être décryptée pour trouver un sens, une boussole pour se situer et s'orienter. Nous sommes, comme l'a dit Marilyn, avec nos services d'écoute, des observateurs privilégiés à Alliance Vita, des conditionnements qui se sont forgés autour des questions de procréation, d'infertilité, de handicap, de dépendance et de fin de vie. Il ne s'agit pas de rejeter la technique en soi. Les progrès de la science et de la médecine sont fabuleux dans bien des domaines. Et en même temps, jamais l'éthique n'a été aussi malmenée depuis que l'on parle de bioéthique. Et ce phénomène aboutit à des tensions que je vais tenter de mettre en lumière autour de 5 grands paradoxes qui sont révélateurs en fait des conséquences que provoque la bioéthique quand elle se détache de l'éthique. Le premier paradoxe concerne la fertilité et la sexualité. Et j'emprunte sa formulation au philosophe Marcel Gauchet, qui dit que la société qui met en avant le modèle de l'enfant du désir est objectivement celle du refus de l'enfant. Alors, ce constat peut surprendre de prime abord. Depuis plus de 50 ans, le contrôle des naissances par la contraception médicalisée a été érigé progressivement en norme, inspiré par le mouvement de libération sexuelle qui entendait libérer la sexualité de la procréation et les femmes de maternité non choisie. Ce phénomène a profondément modifié le rapport à la sexualité, à la paternité, à la maternité et à la vie elle-même, avec une rupture éthique majeure que constitue la légalisation de l'avortement. En réalité, une étude de l'ICAS, l'Inspection générale des affaires sociales, conclut en 2010 que la maîtrise totale de la fertilité est illusoire. Oubli de pilule, grossesse qui continue sous stérilet, rupture de préservatif, 72% des femmes qui avortent disent suivre une méthode de grossesse, une méthode de contraception quand elles ont découvert leur grossesse.
Conséquence d'une approche technicienne de l'idée de maîtrise de la procréation, l'échec de contraception est devenu plus difficilement acceptable, il conduit plus systématiquement vers l'avortement, souvent comme une fatalité. Je dois le dire aussi, souvent sous la pression masculine et puis de l'entourage pour les plus jeunes. Est-ce une grossesse désirée? Peu de grossesses échappent à ce questionnement. En fait, ça laisse peu de place à l'ambivalence du désir, pourtant au cœur de tant de grossesses inattendues, faites de sentiments contradictoires entre panique et joie, selon les mots mêmes des femmes qui le confient, bien conscientes que c'est la vie elle-même qui est en jeu. Et nous constatons que ces impacts inscrits dans le corps, dans le cœur, peuvent se manifester douloureusement après un avortement. Et puis on sous-estime aussi la difficulté de décider d'avoir un enfant, de trouver aussi aujourd'hui le partenaire qui sera prêt à s'engager dans la durée. Face à cette emprise de la technique, eh bien aujourd'hui des jeunes femmes revendiquent une approche plus écologique de leur corps. La crise des pilules de 3e et 4e génération a changé la donne. Dans son ouvrage, la journaliste Sandrine Debusca, son ouvrage qui s'appelle « J'arrête la pilule », écrit « Les hommes aiment la pilule parce qu'elle les dégage de toute responsabilité et leur permet de profiter du corps des femmes. » On constate que, bien que l'idée de maîtrise de la procréation, vue comme un absolu, a bouleversé le sens même de la sexualité et aussi brouillé les relations entre les hommes et les femmes. Finalement, cette réappropriation par les femmes de leur corps pour se désaliéner d'une technique qui nie leur richesse peut donner une boussole pour exercer une paternité et une maternité responsables. Cela demande d'impliquer les hommes dans le respect de la temporalité du corps des femmes. Voilà un immense défi qui pourrait révolutionner nos relations humaines et notre rapport à la vie. Le deuxième paradoxe concerne la question douloureuse de l'infertilité. On constate que les techniques de procréation artificielle se sont développées au détriment de véritables recherches sur les causes de l'infertilité, leur prévention, et puis la recherche aussi de restauration de la fertilité. Les techniques de procréation artificielle, ou PMA, englobent l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Ces techniques dissocient les étapes de la procréation. Elles engendrent de nombreuses questions éthiques que la bioéthique a progressivement éludées. On le sait, la PMA est un parcours du combattant, et si elle donne la joie à des parents d'avoir cet enfant tant espéré, ces techniques ne sont qu'un palliatif et elles ne guérissent pas l'infertilité. Il faut savoir aussi qu'un couple sur deux n'aura pas d'enfant à l'issue de ces procédures. D'autre part, la fécondation in vitro conduit à une surproduction d'embryons. En France, 220 000 embryons sont congelés, dont un tiers ne fait plus l'objet de projet parental. Et nous sommes témoins dans nos services de l'impasse, de la souffrance de certains couples face au devenir de leurs embryons et puis aussi de leur désir profond d'être guéris. Et cette perspective de guérison devrait mobiliser la médecine de la procréation. Enfin, un autre enjeu éthique majeur, la PMA avec tiers donneur de gamètes induit pour l'enfant d'être privé d'une part de ses origines. Et ce sont les enfants, aujourd'hui, qui sont devenus majeurs, qui sont nés de ces techniques, qui remettent en cause cet anonymat et qui revendiquent d'avoir accès à leurs origines. C'est dire si en matière bioéthique, on ne peut pas impunément faire des choix qui s'écartent de l'éthique, car on constate que cela peut affecter durablement ceux qui sont concernés. Alors, ces techniques ont été autorisées malgré les risques encourus, en invoquant la souffrance des couples dans un cadre qui se voulait strict en cas d'infertilité médicalement constatée, avec pour modèle la procréation naturelle, un homme et une femme vivant en âge de procréer. Ce cadre est en train de voler en éclats aujourd'hui avec la suppression du critère d'infertilité pour étendre les techniques de PMA avec tiers donneur à toutes les femmes sans partenaire masculin. Clairement, ces mesures détournent justement de la prise en compte de l'infertilité. En réalité, on glisse vers un droit à l'enfant au détriment des droits de l'enfant, en sortant juridiquement et socialement la réalité de l'engendrement de la parité homme-femme.
Puis avec le risque d'un basculement vers le marché de la procréation, comme on le constate en Belgique avec une loi similaire qui importe 80% des gamètes en provenance de banques commerciales au Danemark. Autre interrogation aussi, au lieu de favoriser des maternités plus jeunes, la proposition de congeler ces ovocytes à des femmes jeunes pour avoir des enfants par PMA plus tard, quand elles auraient vieilli, ne constitue nullement une assurance maternité. Et 3 femmes sur 4 n'auront pas d'enfants avec cette technique, selon les experts. En réalité, on est dans une fuite en avant vers le tout PMA, ce qui constitue un détournement de la mission de la médecine et aussi de l'assurance maladie. Or, on sait aujourd'hui que les modes de vie, notamment le retard de la maternité ou les questions environnementales, perturbateurs endocriniens notamment, peuvent avoir des conséquences sur l'infertilité. En réalité, on a vu le médecin se transformer en procréateur, entre guillemets, plutôt que de chercher à restaurer la fertilité pour rendre aux couples leur capacité procréative et puis plutôt aussi de prévenir l'infertilité. Au fond, ce détournement de sens aboutit aux engrenages que nous connaissons actuellement. Pourtant, des alternatives au tout PMA existent, comme les naprotechnologies, mais sans subvention ou soutien public, et nous y reviendrons au cours de la 3e soirée. Le 3e paradoxe, maintenant, concerne la question du handicap. Les personnes handicapées sont confrontées à une injonction contradictoire que l'on pourrait résumer ainsi: prenez toute votre place dans la société, et en même temps, si on avait su, on ne vous aurait pas fait naître. Les pouvoirs publics se refusent à faire la connexion en fait, entre ces pratiques de sélection anténatale et l'acceptation du handicap, ni d'ailleurs avec l'eugénisme en œuvre avec les techniques de PMA par la sélection des embryons humains. De manière générale, aujourd'hui, la médecine est dans une forte tension concernant l'enfant à naître, entre le soin à apporter aux petits patients et puis les propositions d'avortement en cas de handicap, possibles jusqu'à la veille de la naissance en France. Nous sommes dans une situation d'engrenage qui s'auto-alimente. Personne ne l'a vraiment décidé, mais cela fragilise la société tout entière quant à la considération du handicap et son acceptabilité. La trisomie est devenue emblématique. La France détient le record mondial du dépistage. Résultat, 96% des diagnostics de trisomie conduisent à une interruption médicale de grossesse. Ce qui est inquiétant, c'est la pression exercée en faveur de tests de plus en plus précis, comme le DPNI, diagnostic prénatal non invasif, qui consiste par une simple prise de sang de la mère à pouvoir analyser les caractéristiques génétiques et chromosomiques du fœtus. Aujourd'hui, c'est autorisé pour dépister la trisomie. La nouvelle loi bioéthique qui arrive en France prévoit son élargissement à des caractéristiques génétiques, sans d'ailleurs les préciser. On peut se poser la question, qui d'entre nous pourrait échapper à ces tests? Autre diagnostic en débat, le DPI, diagnostic préimplantatoire, qui est autorisé pour éviter la transmission de maladies héréditaires. Alors, cette pratique consiste à concevoir des embryons par fécondation in vitro pour sélectionner et éliminer les embryons porteurs du gène héréditaire. Aujourd'hui, même si le gouvernement français s'y oppose, des parlementaires souhaitent qu'à chaque des pays soit également dépistée la trisomie, qui pourtant n'est pas héréditaire. Et c'est là qu'on voit que l'offre technique s'emballe, et il est clair que l'offre technique crée la demande. Alors, il ne s'agit pas de taire la souffrance à l'origine de ces pratiques, ni de juger les parents qui sont pris dans un système auquel il est devenu difficile de résister. À ce stade, on peut dire que toute politique en faveur du soutien des personnes handicapées ne peut faire l'économie de cette réflexion de la tentation d'eugénisme qui traverse notre société. En réalité, le diagnostic anténatal devrait avoir pour seule finalité la prise en charge médicale des anomalies détectées. 4e paradoxe, lui, concerne l'embryon humain. Alors que nous prenons conscience des dégâts infligés à la nature et à l'environnement, eh bien, les manipulations sur l'embryon se multiplient. Ce sont les techniques de fécondation in vitro qui ont rendu l'embryon
humain accessible. Conscient de la transgression que constituait de le manipuler, le législateur a d'abord interdit de faire toute recherche, et puis on a vu au fur et à mesure des années et des lois que finalement on y a dérogé pour finalement l'autoriser explicitement en 2013. Si l'embryon intéresse tant les chercheurs, c'est justement à cause de son humanité, pour tester des médicaments plutôt que de passer par l'expérimentation animale, pour améliorer les techniques de PMA, voire, comme le prévoit la loi, d'utiliser leurs cellules souches pour des thérapies innovantes. Les premiers enfants génétiquement modifiés sont nés l'année dernière en Chine, provoquant une réprobation mondiale, parce que ça met en danger la santé de ces enfants qui sont utilisés comme des cobayes vivants. Pourtant, la loi de bioéthique qui s'annonce prévoit d'autoriser de créer des embryons génétiquement modifiés et puis aussi la création d'embryons chimères mélangeant homme et animal. Ce qui est clairement en jeu aujourd'hui, c'est l'intégrité de l'espèce humaine elle-même. Alors pour le moment, les auteurs de la loi promettent qu'on ne conduira pas ces embryons à la naissance, mais à quoi sert la recherche si on ne réfléchit pas à l'étape d'après ? C'est là que le principe de précaution qui s'applique aujourd'hui à l'environnement devrait s'appliquer en priorité à l'espèce humaine. Cinquième et dernier paradoxe, il concerne la fin de vie et la grande dépendance. Alors que la médecine n'a jamais été aussi loin pour accompagner les personnes dépendantes ou en fin de vie, la tentation de l'euthanasie et du suicide assisté plane sur nos sociétés. En effet, les douleurs physiques sont de mieux en mieux prises en charge grâce à des techniques très pointues. Le défi aujourd'hui est l'accompagnement de la souffrance psychique et existentielle face à la tentation du suicide assisté, comme on le voit en Suisse, ou de l'euthanasie, comme on le voit en Belgique et aux Pays-Bas, qui l'ont légalisé depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, dans ces deux pays, sont en débat des revendications d'euthanasie pour des personnes dépressives ou fatiguées de vivre au-delà de 70 ans. Donc ces pays montrent bien que l'euthanasie ne peut pas s'encadrer, une porte est faite pour être ouverte ou fermée. Au contraire, Suzanne Ramex, qui est professeure d'éthique médicale, rappelle l'importance de la valeur de l'interdit de tuer comme source de créativité. Et elle dit que c'est ce qui a permis d'ailleurs l'émergence des soins palliatifs pour accompagner la vie jusqu'au bout, sans acharnement ni euthanasie. En conclusion, nous vivons le paradoxe suprême, bien synthétisé par le philosophe Olivier Rey. En clair, dit-il, aujourd'hui, la bioéthique est là pour approuver ce que l'éthique réprouve. Et c'est ce paradoxe qui doit nous mobiliser pour insuffler dans la bioéthique une véritable écologie humaine. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour cet éclairage sur les paradoxes bioéthiques qui font écho à ce que vous nous partagiez tout à l'heure, Gilles Herrière-Dubreuil. Cette fascination que la technique peut exercer sur nous, fascination qui tend à nous couper du réel, parfois même. Et dans ce temps qui vient, je crois que l'un des défis pour chacun d'entre nous, c'est vraiment de réussir à distinguer ce qui relève du progrès et ce qui provoque discrimination et injustice et qui fragilise finalement toute la société. Alors notre soirée commence à toucher à sa fin et chaque semaine, pour terminer le cycle des interventions, nous avons demandé à un intervenant de nous présenter des clés pour nous aider à mieux comprendre le sens de la vie, à éclairer notre thème. Alors ce ne sont pas des recettes magiques, mais plutôt apporter des pistes de réflexion et aussi d'action à la portée de tous. Et ce soir, c'est Tugdual Derville qui va se livrer à cet exercice. Tugdual Derville est délégué général d'Alliance Vita et il va nous donner des clés pour se situer dans l'élan de Viktor Frankl. Alors, quelques mots sur Viktor Frankl. C'est un médecin, psychanalyste viennois qui a beaucoup travaillé la question du sens de la vie et sur les ressorts de la volonté humaine. Pour Frankl, il y a chez l'être humain une volonté de sens. Et toute cette réflexion, il a eu l'occasion de la mettre à l'épreuve de sa propre vie, puisqu'il a vécu des conditions assez difficiles, assez extrêmes même, dans les camps de concentration d'Auschwitz.
Et il en est sorti. Et à la suite de cette expérience, il a développé tout un champ de thérapie et d'accompagnement que l'on appelle aujourd'hui la logothérapie. Alors c'est dans cet élan, mais aussi pétri de sa propre expérience personnelle, que Tugdual va nous partager dans quelques instants 5 clés pour nous aider à nous situer. Je rappelle juste en quelques mots cette expérience personnelle de Tugdual. C'est d'abord la rencontre des personnes handicapées avec la création de l'association À Bras Ouverts à l'âge de 20 ans. C'est aussi celle de l'accompagnement des personnes âgées avec les petits frères des pauvres. Et enfin, cette expérience de la défense et de la protection de la vie et des plus fragiles avec Alliance Vita. Quelle clé pour se situer? Je vous demande d'accueillir Tugdual Derville. Cinq clés qui partiront du corps et qui vont essayer d'intégrer le temps. Et ma première clé, c'est de se rendre présent ici et maintenant, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, avec, comme l'aurait dit le docteur Vitoz, notre corps, avec nos sens. Et je pense que plus on va faire l'expérience régulièrement de goûter à la présence de notre existence, à nous sentir présents, à goûter notre unicité, à goûter notre caractère irremplaçable, et plus on sera capable ensuite de poser des actes. Voilà, donc je ne vais pas vous faire l'exercice Vitoz pour ceux qui connaissent, on pourrait fermer les yeux, on pourrait se sentir avec notre corps, ici et maintenant, le plus souvent possible. Deuxième clé, se sentir, se reconnaître héritier du passé. Et là, on va se projeter en héritier à la fois du cosmos et de l'humanité. Ce cosmos, c'est tous les atomes qui nous composent, qui sont recyclés depuis longtemps. Et Maria Montessori, lorsqu'elle enseignait aux jeunes, disait qu'il fallait vraiment leur montrer l'histoire du cosmos, aboutissant à cette grande, stupéfiante hasard ou nécessité ou création, diront les autres, à cette planète, à cette géosphère, à cette biosphère, et jusqu'à aboutir à chacun d'entre nous. Nous avons chacun une histoire. Elle nous conseille de le faire avec émerveillement, d'enseigner avec émerveillement cet héritage dont nous bénéficions du cosmos. Nous avons chacun une histoire avec cette biosphère. Nous pouvons nous rappeler des rivages où nous avons vécu, des arbres dans lesquels on a grimpé, des animaux familiers. Bref, on a une histoire avec cette biosphère dont nous sommes les héritiers. Et puis héritier aussi de l'humanité. Et la même Maria Montessori encourageait à cultiver la gratitude pour les générations passées. En ce temps où on déplore bien souvent les blessures causées à la maison commune, peut-être pourrions-nous réfléchir à ce que nous devons aux générations passées, à toutes les inventions, à tout ce qui nous permet d'avoir survécu sur le plan médical, au confort de nos vies. Et nous avons aussi une histoire avec cette humanité, avec la vie. Et ces générations passées, on peut peut-être, c'est un exercice qu'on pourrait faire, que vous pourrez faire chez vous, de noter les noms de tous vos arrière-grands-parents. Date de naissance, des images un peu jaunies pour les plus vieux d'entre nous, des métiers, et comme ça on se réenracine vraiment, on est ancré dans nos corps et on s'enracine dans l'humanité. Troisième clé, se projeter cette fois dans l'avenir. Nous sommes héritiers du passé et on se projette dans l'avenir. Et vous savez, la seule certitude qu'on a dans l'avenir, vous la connaissez, c'est qu'on va tous mourir. Et donc on se projette en mortel. Et la mort nous permet de prendre conscience de nos limites. Vous savez, Philippe Pozzo di Borgo, qui est cet intouchable, qui a eu un accident, qui est devenu tétraplégique, Philippe dit que les grands accidentés de la vie ont comme deux vies. La première valide et la deuxième avec un handicap. Et il dit, ma vie avec un handicap a une densité parce que je suis désormais conscient de mes limites. Et il cite Confucius qui dit, l'homme a deux vies. La seconde commence lorsqu'il réalise qu'il n'en a qu'une. Et Viktor Frankl lui-même nous conseille de vivre chacun comme si c'était la deuxième fois. Vous savez, quand on sort d'obsèques et qu'on se rend compte qu'on aurait aimé dire ça, on aurait aimé être plus familier, prendre plus de temps, il y a la conscience de nos limites, la conscience de la mort nous appelle à enjoliver nos vies. Et voilà ce que le passé nous donne. Le passé nous donne le sentiment qu'au fond, c'est tellement immuable que chaque instant devient extrêmement précieux. Quatrième clé, une fois qu'on a notre corps bien présent, nous héritons du
du passé, nous nous projetons comme mortels avec nos limites. Quatrième clé, nous nous positionnons en faisant des choix. La conscience de la mort nous rend responsables de notre vie. C'est l'existence, au fond, qui nous appelle à mieux vivre et à nous sentir responsables, à nous sentir comme des maîtres et souverains de notre propre histoire. Et y compris, voire surtout, dans les pires circonstances, qu'explique Frankl. C'est dans le camp de concentration qu'il a pu découvrir toute sa réflexion sur le sens de la vie. On pourrait faire un exercice, par exemple, c'est évaluer notre actualité. Qu'est-ce qui, dans notre actualité intime, familiale, peut-être nationale, internationale, me réjouit, m'encourage, me soutient, à l'inverse m'attriste, me désole? Et nous pourrions poser des actes ici et maintenant, non pas dans la déploration ou la seule contemplation, mais à quoi m'appelle cette actualité? À quel choix responsable pour vraiment me positionner? À Alliance Vita, parfois, nous disons, les gens nous encouragent, on aimerait qu'ils se positionnent parfois plus dans la façon dont ils vivent vis-à-vis de ces enjeux bioéthiques que nous travaillons. Et puis, cinquième clé, s'orienter en quête de sens. Se situer, c'est aussi s'orienter parce que la vie avançant à chaque instant, eh bien, on a besoin d'une boussole. L'homme a besoin d'une boussole et s'il n'avance pas, c'est comme en vélo, c'est difficile de faire du surplace, c'est même impossible avec la vie. Et donc, il faut s'orienter. Et pour Frankl, c'est le propre de l'homme que d'avoir une quête du sens, de chercher et de vouloir donner un sens à sa vie. Cette quête de sens, elle peut être douloureuse et il faut l'assumer. Lorsqu'on a un métier, qu'on est dans une entreprise où ça n'a pas de sens, qu'on vit la vacuité, le vide existentiel, il faut parfois faire le choix responsable de sortir de ce vide pour donner un sens et changer d'activité. Certains ont su le faire. Et Frankl nous dit, Viktor Frankl, que ce n'est pas de l'intérieur, comme si nous étions hors sol, que le sens va naître, c'est de l'extérieur, des circonstances extérieures. De là où nous sommes rempotés ou enracinés, des rencontres que nous faisons, des émotions bien sûr qui nous habitent au fil de notre expérience, et on l'a vu encore avec Yves Maudre, des rencontres qui vont nous dire le sens de notre vie, et souvent par quelqu'un qui peut être extérieur. Emmanuel Mounier, le père du personnalisme, a écrit « L'événement sera notre maître ». C'est l'événement extérieur qui va faire retentir en moi un appel à l'action et qui va révéler peut-être une vocation sans cesse réactualisée. Car on a une sorte de GPS, alors on va avoir un cap, si on va trouver le sens, on va avoir un cap et on va sans cesse, comme le barreur, régler le cap. Je me souviens qu'un jour, en voiture, j'allais vers un but et puis avec ma femme, on s'est arrêté parce qu'il y avait un très beau rivage. Et on est allé sur la plage, on marchait sur les galets et de ma poche, mon smartphone m'a crié « Rejoignez l'itinéraire ». Rejoignez l'itinéraire. Mais non, il était trop rigide. Mon itinéraire, c'était justement de marcher sur de recalculer que le sens de ma vie passait par cette plage et que j'avais un détour à faire, comme chacun d'entre nous quand on avance. Voilà. À quoi suis-je appelé aujourd'hui? Sans cesse réactualiser ce sens, même s'il est global et très personnel. Et puis j'en arrive à une conclusion qui veut prendre un peu de hauteur sur l'ensemble de la session. Quel sens a la vie? Avec Viktor Frankl. Vous savez sans doute, pour ceux qui le connaissent, qu'il estime qu'il y a 3 façons pour une personne de donner un sens à sa vie. Première façon, accomplir une œuvre ou une bonne action. Deuxième façon, connaître quelque chose ou quelqu'un. Avoir l'expérience de quelque chose ou quelqu'un. Et troisième façon, assumer dignement une souffrance inévitable. Accomplir une œuvre, c'est faire un projet. Et il a vu que dans le camp de concentration, ceux qui avaient survécu, c'est ceux qui avaient souvent un projet derrière. Ils ont tenu par le projet. Comme certaines personnes qui sont en fin de vie, mais qui tiennent par un projet. De faire un bon repas pour certains, de rencontrer une personne pour d'autres, lui pardonner. Le projet aussi, on l'a remarqué dans les études très scientifiques, de vivre une fête religieuse. Voilà. Avoir des projets, une famille démoralisée, peut-être qu'elle va faire un projet et elle va retrouver le sens. Faire des projets, un projet bienfaisant. Deuxièmement, faire l'expérience de quelque chose. Et ça, c'est la beauté, la vérité de quelque chose, de l'art. Je me souviens d'une personne qui disait c'est la plongée sous-marine qui m'a vraiment... C'était un expert en plongée sous-marine qui a donné du sens à ma vie. Et c'est là que je me suis pleinement accompli. C'est quelque chose qu'on partage, c'est toujours altruiste. Et puis, quelqu'un, c'est l'oubli de soi, l'amour, se donner. Et Frankl insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une sorte de croissance et que connaître et aimer quelqu'un, voilà qui donne vraiment sens à sa vie. Plus on s'oublie, dit-il, et plus
le sens de la vie est fort. Et de manière ultime, assumer une souffrance inévitable. Non pas du dolorisme, mais on pourrait presque dire « dis-moi comment tu souffres, je te dirai qui tu es ». Puisque vivre, c'est souffrir et qu'aimer, c'est souffrir. Il y a, je ferai 3 remarques finales, dans ces réflexions de Frankl entre le projet bienfaisant, la connaissance marquée par l'amour et la beauté, et puis la souffrance assumée avec dignité, avec la dignité de l'homme. Il y a comme une progression. On se réalise, on se relie, on s'élève. Il y a aussi comme une corrélation mystérieuse entre l'intériorité et la façon de vivre les souffrances qui sont les nôtres. Une sorte de transcendance liée à la souffrance. Et puis il y a un chemin du faire, un projet, vers l'être. Et Frankl ne se cachait pas de dire que l'ultime façon de se réaliser, c'est bien de vivre, d'assumer dignement une souffrance inévitable, comme une façon plus générale et plus globale. Donc sans attendre, les amis, goûter aujourd'hui le fait d'exister, se situer dans l'histoire et se laisser appeler à y exercer une responsabilité pleine d'être humain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tugdual.